Bonjour et heureux de vous retrouver en ce début d'année 2026 sur Europhilo pour notre premier rendez-vous et notre première discussion. Alors, suivant le principe que j'ai initié en fin d'année dernière, je souhaite vous proposer le visionnage d'une discussion que nous avons eue avec Raphaël Bessiu sur le canal GPTV, sur le canal de Géopolitique Profonde, que nous avons eue en fin d'année dernière. Là, j'ai choisi de vous proposer cette année, en ce début d'année, comme première séance, la rediffusion de l'entretien que j'avais consacré à une réflexion sur l'Union européenne et son élargissement vers l'Est. Une sorte de rétrospective très rapide sur ce qui s'est passé depuis la dislocation de l'Empire soviétique à la fin des années 80, au début des années 90, pour apporter un éclairage avec un certain recul sur un recul qui permet de mieux comprendre la situation contemporaine et de ne pas être victime de cet effet de saucissonnage auquel nous assistons, où on nous promet l'élément nouveau, la résolution prochaine dans chaque semaine, c'est dans quelques jours, c'est imminent, on est sous le bombardement médiatique de l'annonce d'une résolution. Et moi, je tiens à vous montrer que nous sommes en fait inscrits dans une dynamique de temps bien plus long, avec des tensions qui se sont accumulées au cours de plusieurs décennies et qui ne peuvent pas se résoudre d'un claquement de doigts ou avec une fonction d'interrupteur. Donc il y a quelque chose de très très lourd qui est en train de se purger de façon dramatique sur le territoire ukrainien et pour lequel je souhaitais apporter l'éclairage. Et je voulais, pour le dire de façon brève et finir avec cette présentation, cette introduction avant la projection de notre entretien, dire que pendant plusieurs années, le narratif qui a été développé par l'Union européenne était celui de son propre élargissement comme étant une œuvre charitable qui avait permis l'accueil dans la famille Union européenne d'anciens membres qui avaient été artificiellement tenus éloignés pendant des décennies lorsqu'ils étaient sous la coupe soviétique et communiste. Et donc finalement l'Union européenne avait offert une main tendue à ces anciennes structures, à ces anciens États, à ces anciens territoires qui avaient été tenus de l'autre côté du rideau de fer pendant 70 ans, ce qui justifiait d'ailleurs l'obtention en 2012 du prix Nobel de la paix pour l'ensemble de l'Union européenne à ce titre précis, c'est-à-dire dans le cadre de l'intégration, de la grosse intégration, le gros élargissement de 2004 par lequel sont rentrées la plupart des anciennes démocraties populaires. Alors ce que je voulais établir dans notre discussion, c'était montrer deux choses. La première, c'est que à ce moment-là, au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, il y a une fenêtre qui s'est ouverte et un rendez-vous manqué par la structure qui pouvait permettre un élargissement jusqu'à et y compris à la Russie. Et donc ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. La manière dont l'Union européenne a laissé flotter cette possibilité pour la refuser de façon plus nette au seuil des années 2010-2015, c'est ce que nous allons établir dans la discussion, et qui aurait pu permettre à un moment donné, s'il avait été amorcé de façon sincère de la part de l'Union européenne, aboutir à une sorte d'intégration à l'échelle de l'ensemble du continent, c'est-à-dire depuis le rivage atlantique jusqu'aux côtes sibériennes dans le Pacifique, et qui, évidemment, dont aujourd'hui on perçoit bien que, évidemment, ça a le caractère d'une impossibilité de fait, et en réalité, ça n'a jamais été sincèrement voulu à l'époque, et je vais le montrer à partir des textes suivant notre méthode habituelle, en vous offrant un certain nombre d'illustrations qui vont en apporter la preuve. Donc, ce rendez-vous manqué, nous le payons aujourd'hui, enfin, les premiers à le payer, ce sont les Ukrainiens, mais nous le payons en Ukraine. Le conflit ukrainien est finalement le solde de cet état de tension qui s'est accumulé depuis la dislocation de l'Union soviétique et qui fait qu'au lieu d'un élargissement
au sens charitable tel qu'on nous en a donné la lecture, nous avons en fait assisté à une forme de préemption et de progression dans une logique de bloc et d'extension de la part de l'Union européenne sur l'ensemble de ces territoires en veillant bien à en exclure la Russie et à finalement préparer une situation de frontalité entre l'ensemble Union européenne et les anciens restes de l'Union soviétique qui pouvaient être en relation avec la Russie elle-même. Donc c'est ce que je souhaite montrer au cours de cette discussion. Donc je ne vais pas plus longtemps vous retenir avant la projection. Je vous dis simplement quelques mots avant d'enclencher le démarrage. Nous nous retrouverons très bientôt, suivant le même principe. Je ne doute pas, au vu déjà de ces premières heures de 2026, de l'intensité de l'actualité internationale, que nous ne manquerons pas de rendez-vous pour pouvoir trouver des thèmes de discussion. Mais je crois que c'est toujours essentiel d'adopter cette lecture avec recul, froide, objective, basée sur les textes européens eux-mêmes, qui nous donnent les éléments essentiels pour comprendre quelles sont les intentions. Et aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est finalement non plus le narratif, mais je dirais la réalité des intentions sans voile, sans masque, parce que nous sommes arrivés au moment du solde de tout compte. Et c'est donc le moment stratégique, le moment capital pour pouvoir avoir une lecture qui soit la plus fine possible et bien déceler quels sont les enjeux et qu'est-ce qui est en train de se solder là, maintenant, dans les prochains mois, dans cette année 2026 et qui regarde l'Union européenne et qui de ce fait nous affecte directement en tant que citoyens européens. Voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage et je vous donne rendez-vous à très bientôt en vous disant, suivant le coutume d'Europhilo, vous demeurez en 2026 tout autant vigilant qu'en 2025 et plus encore, l'actualité le demande et le commande. On va faire une émission qui va rester sur la thématique de l'Union européenne, mais on va faire quelque chose d'un petit peu plus historique, un rappel nécessaire et fondamental de la relation entre l'Union européenne et l'Ukraine, l'évolution au fil des années, ce qui nous permet de comprendre à partir de quand ont commencé les ambitions européennes, quels ont été les projets mis en place, et donc que va-t-il arriver même quand on s'extrait de l'actualité quotidienne, quand on voit le grand mouvement de l'histoire, quels sont les véritables engagements de l'Union européenne avec l'Ukraine. Voilà, je pense que ce sont des rappels qui sont fondamentaux, notamment avec l'hystérisation actuelle des débats et les censures qui explosent. Donc Xavier, je laisse la parole. Comment introduire le début du sujet pour pouvoir présenter cette grande relation très conflictuelle et chaotique aujourd'hui, surtout pour nous, entre l'institution européenne et l'Ukraine? Oui, l'Ukraine et l'ensemble de l'Est européen, parce qu'effectivement, tout est conditionné à la dislocation du bloc soviétique au début des années 90. Et donc, ça me paraissait intéressant de revenir, de prendre un petit peu de recul, d'avoir une sorte de rétrospective, non pas pour accumuler les éléments historiques, mais pour voir les jalons, les grands moments de cette relation entre l'ensemble est-européen et la structure Union européenne, et qui se cristallise autour de la notion d'élargissement. Alors l'élargissement, au sens élargissement territorial, c'est l'élargissement du nombre de membres, mais ça veut dire automatiquement un élargissement territorial. Vous savez que c'est quelque chose qui est inscrit dans l'ADN, c'est la mode d'en parler, dans l'ADN de l'Union depuis le traité de Rome, puisque vous avez depuis l'article 237 jusqu'à l'article 49 actuel, 237 c'est à l'époque de la rédaction du traité de Rome, et le 49 c'est à l'époque actuelle, la mention suivante qui dit « Tout État européen peut demander à devenir membre de l'Union ». Tout État européen peut demander à devenir membre de l'Union. Donc ça pose deux choses. La première, c'est que c'est une démarche volontaire de la part du candidat,
puisque tout État européen peut demander à être membre de l'Union. Et d'autre part, la deuxième remarque qui doit venir tout de suite, c'est que qu'est-ce que c'est qu'un État européen? Puisqu'on n'a pas de définition géographique inscrite dans le traité qui fixe des bornes et des limites à ce qu'est l'Europe au sens de ce que peut projeter l'Union européenne. C'est-à-dire, est-ce que l'Europe s'arrête à la mer Noire? Est-ce qu'elle s'arrête au Dniepr? Est-ce qu'elle s'arrête à l'Oural, au Caucase? Ou est-ce qu'elle va, comme on le disait jadis, jusqu'à de Brest à Vladivostok? Donc, on peut avoir une géométrie tout à fait variable. Alors, cette imprécision, elle est évidemment désirée. Pendant plusieurs décennies, la relation a été bloquée par l'existence du bloc de l'Est, du bloc soviétique et du rideau de fer, du mur de Berlin et du rideau de fer, qui de fait fixaient des limites des limites concrètes à l'élargissement de l'Union européenne. Avec la disparition, avec la dislocation de l'Union soviétique en 1990, des opportunités ont surgi. Elles ont d'abord surgi au bénéfice de l'Allemagne, parce qu'il ne faut pas oublier que le premier bénéficiaire finalement de la dislocation de l'Union soviétique, c'est l'Allemagne qui a réussi à faire passer sa réunification, ce qui n'était pas forcément acquis et qui est quand même extrêmement symbolique et symptomatique. Et d'ailleurs, on revoit se dessiner aujourd'hui des éléments qui, évidemment, ne sont possibles, des éléments assez effrayants, ne sont possibles que dans le cadre d'un État réunifié et qui n'auraient pas pu être aussi inquiétants qu'ils le sont aujourd'hui si la partition avait été maintenue. Donc, ça, c'est le premier élément. Et alors, je serais tenté de vous dire que l'Union européenne a réussi un certain nombre d'élargissements qui font que nous avons comme membres à l'heure actuelle la Pologne et la Hongrie, jusqu'aux États baltes, donc réussi. Je ne dis pas que l'élargissement est forcément une réussite, mais je veux dire en termes administratifs, la structure a réussi à accroître son emprise auprès d'États qui sont sur l'Est européen. Mais par contre, on peut mentionner qu'il y a un élargissement, je vais le dire de façon un peu provocatrice, uniquement pour notre animation, elle en a raté un, c'est celui de la Russie. Parce qu'il y a bien eu un moment où, et là je vais citer quelques textes à l'appui, où la perspective d'une inclusion de la Russie dans le cadre de l'Union européenne était envisagée. Et ce n'est pas forcément très très ancien. Je ne vais pas remonter aux années 70 ou... Non, je vais remonter à un texte de 1999 qui fait le point sur la stratégie de l'Union européenne à l'égard de la Russie en tenant compte de l'accord de partenariat, de coopération qui avait été contractualisé en 1994, donc peu après la dislocation de l'Union soviétique. Alors, je vous fais une petite lecture. Donc, il y avait l'accord de partenariat et de coopération de juin 1994, un accord dit ACP, c'est les accords ACP. Alors, dans la stratégie commune qui date de 1999, la stratégie commune de la Commission européenne à l'égard de la Russie, voici ce qu'on peut lire. C'est un texte du 4 juin 1999. En vue de promouvoir l'intégration de la Russie dans un espace plus large de coopération en Europe et de créer les conditions nécessaires à l'instauration future d'une zone de libre-échange entre la communauté européenne, puisqu'à l'époque on garde encore le terme de communauté européenne, et la Russie. L'Union européenne se félicite que la Russie ait réintégré la place qui lui revient dans la famille européenne. L'Union européenne et la Russie ont chacune intérêt à ce que la Russie puisse s'intégrer dans un espace économique et social commun en Europe. D'ores et déjà, l'Union européenne est le principal partenaire commercial de la Russie, qui elle-même lui assure une partie significative de son approvisionnement énergétique. Les entreprises européennes ont également réalisé d'importants investissements en Russie. Voilà. Alors vous voyez, là, c'est un texte de 1999 qui semble sceller finalement une relation tout à fait joviale avec la Russie. Reste
central, noyau central de la décomposition de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Mais les temps ont fortement changé. On va essayer de comprendre pourquoi. Les temps ont changé, mais je dirais non. Les temps actuels ne sont que la prolongation d'un état d'esprit qui était déjà présent au moment où ces textes sont rédigés. Pourquoi ? Et ça, c'est ce que nous allons voir maintenant. Parce qu'on a l'impression que l'Union européenne, dans sa démarche, est en train de tendre la main à un État à terre, un État qui est en décomposition et que donc elle ferait œuvre, je dirais, charitable. Sauf que tendre la main, on peut la tendre de deux manières, pour aider quelqu'un à se relever ou pour lui mettre une gifle. Et là, vous allez voir par quelques extraits supplémentaires que je vais vous fournir que bon, l'état d'esprit n'est pas celui de la charité au sens strict. Alors, je vous donne par exemple lecture de... Alors, déjà, l'Union européenne, dans ce même texte de 1999, qui est le moment où se négocie l'intégration du bloc des 10 pays, enfin, des principaux pays de l'Europe orientale pour intégrer à l'horizon 2004 de rejoindre l'Union européenne. Donc, elle considère, on a l'impression qu'elle souhaite donner elle prétend donner des gages à la Russie sur le fait que cette intégration de ces anciennes démocraties populaires est un élément positif pour la Russie. Ce qui est évidemment paradoxal et qui est contradictoire, puisque au moment où ce texte sort, c'est précisément quelques semaines après que l'OTAN, enfin la Pologne, la Hongrie et la Tchéquie aient signé leur intégration dans l'OTAN, passant donc de l'organisation antérieure qui était le pacte de Varsovie à l'OTAN, à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Donc, vous voyez, il y a quand même déjà des éléments de crispation, puisque la logique, la neutralité, la logique aurait voulu qu'au moment où la menace de l'URSS cessait, les organisations, et au moment où le pacte de Varsovie était dissous, eh bien que son homologue, qui est l'OTAN, soit dissous lui aussi, puisque la menace était censée disparaître. Si elle disparaît d'un côté, entre deux adversaires, si ça disparaît du côté de l'un, ça disparaît du côté de l'autre. Bon. Et donc, je vous donne lecture d'un petit extrait là-dessus. Donc, en tant que l'élargissement donc, de ces nouveaux États qui vont rentrer dans l'OTAN et ensuite dans l'Union européenne est présenté comme une chance pour la Russie, ce qui ne manque pas de sel. Alors, l'offre d'une relation renforcée, fondée sur des valeurs démocratiques communes, aidera la Russie à affirmer son identité européenne et ouvrir de nouvelles possibilités à tous les peuples du continent. Donc là, on parle de continent. Vous voyez, tous les peuples du continent, c'est-à-dire c'est Brest, Vladivostok. Ces avantages et ces possibilités seront encore accrus avec l'élargissement de l'Union. Donc, cet accord que signe l'Union européenne, enfin cette stratégie que détaille l'Union européenne à l'égard de la Russie, tend à dire, c'est très bien qu'on englobe la Pologne, etc., ça offrira encore plus de chances d'une unification de l'ensemble du continent européen. Et pour donner des preuves des intentions, voilà un passage qui me paraît capital, qui n'est pas très long, mais qui est capital. Donc l'accord, la stratégie prétend contribuer au redressement de la Russie, je cite, en développant des programmes de formation, donc qui seraient dispensés par l'Union européenne, des programmes de formation destinés aux fonctionnaires et aux hommes politiques jeunes. Là, je lis, en plus c'est en gras dans le texte original. Donc c'est bien dans le texte et c'est écrit en gras, c'est un point très intéressant. Et c'est écrit en gras, aux hommes politiques jeunes. C'est-à-dire pour les vieux, c'est perdu. Les vieux, on considère que bon, ils sont irrécupérables, ils ont été soviétisés du début à la fin, il n'y a rien à en tirer. En revanche, vous voyez qu'on cible deux éléments capitaux. D'abord les fonctionnaires, c'est-à-dire le corps du fonctionnement d'un État, donc c'est la fonction publique. Donc on prévoit de préempter la matière première intellectuelle et les ressources de main-d'œuvre de la fonction publique de la Russie en lui inculquant, en lui donnant les préceptes du bon fonctionnement répandu par l'Europe et ensuite en faire bénéficier, enfin simultanément en faire bénéficier qui ?
les hommes politiques, oui, mais uniquement les hommes politiques jeunes, ceux qui ont de l'avenir et ceux qui pourront être finalement formatés conformément aux desiderata de l'Union européenne. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand vous avez une stratégie qui est ouvertement déclinée sous cette forme, qui est quasiment une forme d'humiliation ou d'arrogance, oui, de provocation quasiment à l'égard d'un État qui a son histoire, sa richesse historique, qui a certes évidemment les travers qu'on pouvait légitimement reconnaître au système soviétique, mais vous voyez que quand vous avez quelqu'un qui est blessé, c'est clairement laisser entendre que bon, ben, on va faire un nettoyage, pas au Karcher, mais ça revient un petit peu à ça, hein, les vieux débarrassés, on se focalise sur les jeunes et on va inculquer nos méthodes, notre mode de fonctionnement. On est loin d'un accord entre partenaires égaux, de réconciliation, comme le disait le texte au départ, hein, dans cette bienvenue, votre retour dans la grande famille européenne, c'était ça le texte au départ. Là, vous voyez qu'on est plutôt dans une optique offensive, intrusive et, je dirais, de formatage de force. Donc ça me semblait très important à être signalé. Voilà. Je regarde si j'avais autre chose. Oui, d'autant que à ce moment-là sont noués également des partenariats avec l'Azerbaïdjan et la Géorgie, avec des accords qui datent de 1994, et qu'entre en vigueur en 1998 un accord avec l'Ukraine. Donc voilà, l'Ukraine commence à apparaître à ce moment-là. Vous voyez, il y a à la fois l'extension sur les limites immédiates de l'Europe au-delà du rideau de fer, donc Pologne, Hongrie, etc. Il y a ce dialogue avec la Russie, donc qui est au plus lointain, et il y a le placement d'accords de coopération et de partenariat avec les marges de l'État russe jusque dans le Caucase, et y compris l'Ukraine, qui finalement est sans doute un point tellement compliqué qu'il apparaît dans l'ordre chronologique après les accords de coopération avec la Géorgie, etc., qui est pourtant un État beaucoup plus lointain par rapport au cœur européen que l'Ukraine. Mais donc, entre sa taille, enfin bref, il y a une complexité qui fait que, voilà, ça apparaît en 1998. Donc, si vous voulez, ce que je voulais établir à ce moment-là, à cette étape de notre discussion, c'est le fait qu'on assiste à un renversement dans le schéma qui a pourtant été mis en avant de l'élargissement. Pourquoi? Parce que l'élargissement tel que je l'ai décrit dans les articles fondateurs de l'Union, du traité, des traités, c'est une démarche qui est engagée par les candidats à l'intégration. Et l'Union se présente comme étant simplement le récipient, enfin, elle reçoit les candidatures, les instruit, et on est dans une démarche où ça se fait en deux temps. Hein, donc, des gens ont manifesté une volonté d'intégration du système européen, et le système européen, on doit entendre que le système européen va accompagner de façon pratique la mise en œuvre de cette association. Or là, nous sommes dans un schéma totalement inversé, puisqu'en réalité, il s'agit de préparer ou de pré-préparer des États, de les formater, de calibrer les élites dirigeantes et les systèmes du fonctionnement de l'État, hein, en tant que tel, avant même que la déclaration de candidature se soit réalisée, avant même qu'il y ait une volonté populaire qui ait pu être exprimée de s'intégrer, de s'associer, de s'agréger à l'Union européenne. Vous voyez que c'est un renversement complet dans la dynamique et dans le fonctionnement. Alors, cet état enfin, on est plus dans une logique d'expansion finalement et de préparation d'expansion que dans une logique d'élargissement tel qu'il est donné par les traités. Et ça donne finalement, on peut refaire le lien avec la période actuelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque j'ai fait lecture là, des différents programmes de travail de la Commission et de certaines productions tout à fait contemporaines, où on voyait même disparaître le terme de pays candidats à l'élargissement, mais qu'on avait en fait les pays de l'élargissement ou cibles de l'élargissement européen, qui dénotait finalement de cette intention de bloc de l'Union européenne de progresser, de grignoter et d'aller jusqu'à la Russie. Ce qui me permet également de rappeler que nous avons
tout à fait réaliser d'autres chroniques ensemble et des chroniques qui méritent d'être découvertes pour ceux qui arriveraient sur la chaîne de Géopolitique Profonde et de la matinale seulement maintenant. Vous pouvez regarder les historiques et vous pouvez regarder sur la chaîne et trouver les noms. On a réalisé une chronique qui est pour moi extrêmement importante. Enfin, toutes sont importantes, mais sur ce sujet-là, je veux dire directement concerné. On avait le discours sur l'état de l'Union qui était important, qui permettait de voir la sémantique et les préparations pour les projets d'avenir, où lorsqu'on analyse ce qui est dit et ensuite ce qui est produit par les textes, nous avons des indications parfaitement claires ou alors des redéfinitions qui peuvent être claires ou sinon qui deviennent hasardeuses ou avec un champ des possibles extrêmement large en termes d'interprétation et d'application. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder les précédentes chroniques pour ces sujets-là qui permettent de suivre la série qu'on est en train de réaliser ensemble au fur et à mesure avec Xavier, et que je remercie encore une fois d'ailleurs. Donc comment évoluer, pour reprendre le fil du sujet, on passe d'un élargissement à plutôt une expansion. Là, on a commencé à parler du début de la relation avec l'Ukraine. Comment a évolué cette relation à partir des années 2000 ? Alors, en fait, toute cette pression s'est accumulée, cette logique de bloc s'est accumulée puisque pendant que l'Union européenne se grossissait et procédait à l'élargissement de la phase de 2004, par exemple, il y avait encore des relations qui étaient maintenues entre la Russie et un certain nombre de ces États satellites qui étaient jadis membres de l'Union soviétique. Et il y a eu une formation d'une entité assez proche dans les objectifs de l'Union européenne qui s'appelle l'Union économique eurasiatique, l'UEE, et qui comprend la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et l'Azerbaïdjan, si mes souvenirs... Non, l'Arménie. Je me suis trompé, mais bon, enfin bref. Donc, il y a eu au moment... Pour moi, je situe le point d'inflexion, il se passe en Ukraine et il date de 2013. Tout s'est joué entre 2013 et 2015. Pas simplement pour les événements dont l'actualité a parlé, c'est-à-dire au final, après l'invasion, la Crimée, etc. On va y revenir dessus. Mais en réalité, c'est le point de catalyse de cet état de tension accumulée de part et d'autre qui devait finir par se résoudre par une option ou l'une ou l'autre. C'est-à-dire que ou la Russie intégrait l'Union européenne, ou l'Union européenne devenait membre, tel que ça lui a été proposé par la Russie, devenait membre de l'Union européenne, de l'Union économique eurasiatique. Et tout ça s'est joué en 2013. Le refus officiel de la Commission, en fait, de l'Union européenne d'être membre de l'UE, donc de la partie Union économique eurasiatique, date de 2015. Mais en réalité, tout se gravite autour de 2013, autour d'un État qui est finalement le motif d'une foire d'empoigne, c'est l'Ukraine. Et vous vous souvenez, enfin, je crois qu'il faut toujours rappeler, on parle toujours des manifestations du Maïdan, donc de début de 2014, mais en réalité, le motif premier de toutes ces perturbations dans le fonctionnement de l'État ukrainien, il est à racine européenne. Il date de fin 2013, au moment où l'Union européenne faisait pression pour que soit signé par le gouvernement de l'Ukraine un accord de coopération plus engagé avec l'Union européenne. Et le gouvernement ayant refusé de signer cet accord et le gouvernement de l'époque étant membre des anciennes coopérations avec l'Union soviétique et tendant à se tourner pour devenir un membre de l'UEE, de l'Union économique eurasiatique, c'est ça qui a occasionné, c'est à ce moment-là précis que le gouvernement a été déstabilisé par les manifestations dans la rue et que nous avons eu les séquences que vous connaissez et que nous connaissons tous. Et donc finalement, le point déclencheur, si vous voulez, c'est cette ligne de partage entre, pour l'Ukraine, tu fais partie quoi? Du club de l'Union européenne ou tu fais partie du club de l'Union eurasiatique? Et est-ce qu'il y a un espoir d'avoir cette maison commune
de Brest à Vladivostok, non. Non, ça sera ou l'un ou l'autre, et de façon frontale. Et on Alors, rappellera donc que le gouvernement de Yanukovych avait donc décidé de plutôt tendre les bras vers la Russie, et nous c'est avons ça, observé ensuite les événements d'Euromaïdan qui ont vu la chute et la Porochenko. transformation du régime qui ensuite amène progressivement à la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Voilà. Alors après, il ne s'agit pas de se prononcer sur, mais de décrire simplement un état de tension, si vous voulez, Mhm. entre deux stratégies, deux blocs maintenant, alors même qu'on se trouvait antérieurement dans un champ des possibles qui était ouvert et à racines économiques tel qu'il était annoncé et qui pouvait laisser présager que finalement il y avait moyen de s'entendre et de pouvoir, suivant les messages qui étaient indiqués par l'Union européenne, que la Russie pouvait rejoindre la grande famille européenne. Sauf que vous avez vu que l'état d'esprit dans lequel c'était fait était déjà extrêmement crispé, crispant, clivant, et que bon, on peut douter de la sincérité de l'intention de la structure européenne face à la taille de ce que représente l'État russe, de l'avoir englobé, inclus dans le fonctionnement de l'Union européenne, c'était quasiment lui donner une primeur. Enfin bref, ça paraissait inconciliable. Mais enfin, au moins dans cette phase de transition à la chute de l'Union soviétique, il y a eu un moment où la question se posait et on voit comment elle a été résolue et comment le nœud gordien finalement de cette résolution, c'est bel et bien l'État ukrainien. Donc c'est ça qui me semblait intéressant de rappeler. Mhm. Alors ensuite, oui. Non, Ah bon. j'affirmais en humement. Alors, je voulais me focaliser un petit peu plus sur l'Ukraine et sur la nature des accords d'association avec l'Ukraine, pour pouvoir glisser très rapidement jusqu'à notre époque contemporaine et regarder un peu plus dans le détail le texte du règlement de 2024 qui établit la facilité pour l'Ukraine et qui détaille finalement les intentions de l'Union européenne, dont on voit les prolongations jusqu'à nos jours contemporains, avec les annonces de prêts à taux zéro, de nouvelles contractualisations en faveur de l'État ukrainien Oui, parce qu'on en rappellera dépit donc de ce conflit. rapidement, parce que c'est vrai qu'avec cette chronique-là, plein d'événements ont lieu régulièrement sur le sujet ukrainien. On rappelle qu'aux alentours de la semaine du 15 décembre, et ça s'est confirmé après donc le jeudi 18, il y avait cette grande question sur la saisie des avoirs gelés russes. Je rappelle que l'Union européenne utilise les intérêts générés par les avoirs, mais il y avait cette volonté de pouvoir utiliser les avoirs directement. Ce qui a amené, avec le fameux club des 27, un refus sur cette prise de décision-là. Et donc, comme il fallait quand même pouvoir injecter de l'argent vers l'Ukraine, eh bien, c'est un prêt à taux zéro d'un montant de 90 milliards qui a remplacé cette tentative-là, qui réapparaîtra peut-être plus tard. Mais dans tous les cas, voilà, c'est le contexte sur le plan purement économique, d'où la pertinence, et je vais rendre rapidement la parole à Xavier, eh bien, de s'intéresser à cette notion historique, économique, en termes d'accord entre à la fois l'Ukraine face à la Russie, mais là, l'Union européenne surtout, parce qu'on la voit active, et surtout notre argent, parce que 90 milliards de Oui. l'Union européenne, ce n'est pas de l'argent qui sort directement d'une planche à billets, elle vient bien de quelque part, elle vient d'une certaine ponction, donc ça nous Tout concerne à fait. directement, je pense. Et puis, au-delà de ça, ce sont quelles intentions pour en faire quoi de cet État. Donc, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de voir que tout ce qui a été développé pour pouvoir se contractualiser avec l'Ukraine au-delà de 2013 s'est fait finalement dans le cadre d'un rapport de force et dans la douleur. C'est pas du tout, et toujours avec cette inversion que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est l'Ukraine sera membre de l'Europe malgré elle, en réalité. Hein. On prépare le terrain pour que l'Ukraine fasse partie de l'Union européenne. On n'est plus du tout dans la logique, pourtant contenue dans les traités, d'un mobile dégagé du peuple d'un État qui manifesterait le souhait de vouloir rejoindre le club. Là, on est dans le club lui-même a déterminé que cet État ferait partie de ce club et fait tous les actes préparatoires pour que cela puisse intervenir. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que donc l'accord a été les accords, je disais donc
le début, enfin le Maïdan, vous le savez, c'est début de 2014, renversement du gouvernement. En février, donc, nouveau gouvernement. Et comme par hasard, quand est-ce qu'est signé l'accord avec l'Europe? Ben, c'est en mars 2014. Donc, vous voyez le lien. En décembre, le premier gouvernement légitime fait mine de refuser la contractualisation avec l'Union européenne, se passe le Maïdan jusqu'en février, et dès le mois de mars, le nouvel accord est conclu avec l'Union européenne. Donc, bon, voilà, on ne peut plus clair. Alors, je dirais la structure européenne peut considérer qu'elle a eu gain de cause, mais elle a dû lutter sur deux fronts. Donc le premier, c'est en Ukraine, mais même en ayant l'obtention de cet accord, elle a lutté en interne aussi. Je vous explique pourquoi. Il y a eu un petit passage, enfin un passage pour moi d'importance, mais qui a été passé sous silence, c'est le fait que les Pays-Bas, la Hollande, qui a recours au référendum pour toute une série d'éléments, avait soumis la ratification de cet accord de 2014 avec l'Ukraine à l'expression populaire. Or, grande stupeur parmi les Européens, le peuple a dit non. Ils ont refusé. Le référendum a été négatif. Et donc, ce référendum d'initiative populaire d'avril 2016 a manifesté le rejet par les Hollandais de l'accord. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient qu'une partie des dispositions qui étaient incluses dans cet accord revenait à leurs yeux à une forme de pré-intégration de l'Ukraine. Donc oui, là, je vous parle d'avril 2016. 2016. Nous sommes bien en amont des événements qui ont été précipités en 2022. Donc, notamment, il rejetait le régime quant à la circulation accrue des travailleurs, le régime d'exemption de visa, etc. Donc, ça, c'était ce qu'avait voulu la population hollandaise. Alors, qu'a fait l'Union européenne? Eh bien, elle a décidé que les termes de l'accord de coopération, l'accord de coopération serait appliqué par anticipation avant même qu'on ait réglé le cas des Hollandais. Et ce cas a été réglé en 2017 par une ratification par voie parlementaire en juillet 2017, c'est-à-dire qu'on a court-circuité, suivant un processus que vous connaissez puisqu'il a été à peu près le même en usage après le référendum de 2005 en France. Donc on a utilisé la voie parlementaire en Hollande pour faire ratifier l'accord en juillet 2017. D'accord? Donc, et à l'époque où se trouvait qui dans les arcanes du pouvoir? L'actuel directeur de l'OTAN. Mark Rutte, d'accord? Bon. Tout à fait. Voilà, c'est pas un hasard non plus. Voilà, alors quels étaient les termes de cet accord? Et puis je vais finir avec la facilité de 2024 et nous pourrons conclure. Alors déjà, dès l'accord de 98, je vous donne lecture de quelques extraits de l'accord. Objectif de développer les échanges, les investissements et les relations économiques harmonieuses entre les parties, donc l'Union européenne et l'Ukraine, afin de favoriser leur développement durable. À l'article 6, il est dit que la convergence économique réalisée grâce au présent accord entraînera une intensification des relations politiques. Elle entraînera une plus grande convergence des positions sur les questions internationales d'intérêt mutuel, augmentant ainsi la sécurité et la stabilité. Donc on est tout à fait dans ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire la formation d'un bloc. Dès 1998, la relation qui est initialement économique avec l'Ukraine se voit doublée d'une volonté, d'une intention politique pour s'accorder sur des objectifs de sécurité, etc. Donc en fait qui ne visent que le voisin russe. Évidemment, c'est pas la sécurité de, je sais pas moi, avec l'Afrique du Sud. Évidemment, ça n'a pas de relation. Donc je continue. C'est également une option donc économique, mais dans le cadre, dans l'optique de libre-échangisme. Je cite, « La coopération vise en particulier à promouvoir la création de conditions favorables pour attirer les investissements étrangers dans l'économie ukrainienne. » C'est l'article 54 de ce texte 98. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a écrit « attirer les investissements étrangers ». Il n'y a pas écrit « attirer les investissements européens ». C'est-à-dire qu'on ouvre finalement ce vaste espace à l'ensemble de l'investissement mondial, d'investisseurs, de financiers, etc., qui peuvent être intéressés, et notamment intéressés par quoi? Mais c'est par ceux
que détaille l'article 60, qui sera le dernier que je cite pour cet accord de 98, qui dit « Dans ce domaine, la coopération vise à promouvoir ». Alors, dans le domaine, en fait, le domaine, c'est celui de l'agriculture. Excusez-moi, j'ai oublié le mot-clé, hein, c'est le domaine de l'agriculture. Donc, à l'article 60, dans ce domaine, la coopération vise à promouvoir la réforme agraire, la modernisation, la privatisation et la restructuration de l'agriculture, des secteurs agro-industriels et des services en Ukraine, à développer des marchés nationaux et internationaux pour les produits ukrainiens. Nous sommes en 1998. La privatisation, ben oui, parce qu'en tant qu'État soviétique, la propriété des terres, c'était des fermes collectives, enfin le système à la soviétique. Donc, il y a 33 millions de terres arables, millions d'hectares de terres arables en Ukraine, ça représente la moitié de l'ensemble du potentiel agraire de l'Union européenne. Vous comprenez bien que c'est un enjeu faramineux. Et il y avait dès 98 l'idée de pouvoir donc non seulement ouvrir par la privatisation, donc à l'acquisition de terres, et puis ouvrir les possibilités aux investisseurs, comme ça a été le cas pour les anciennes démocraties populaires qui ont déjà intégré l'Europe. Il faut se souvenir que le groupe Allianz, Raphaël, qui est en Bulgarie, sait bien que le groupe Allianz, donc l'assureur allemand, a majoritairement acquis des terres en Bulgarie, que le Belge, dont je ne me souviens plus, enfin, un groupe belge a investi la Lituanie de la même manière, que Generali, l'assureur Generali, a fait même basse sur les terres en Roumanie. Bref, tout ce qui s'était déjà passé dans les autres démocraties populaires, c'est finalement le sort était déjà aussi prévu pour l'Ukraine dès 1998. Alors pour ce qui est un peu plus récent, je renvoie à un dossier excellent réalisé par le Auckland Institute. C'est un dossier de 2023 qui s'intitule « Guerre et spoliation », qui est axé sur les politiques d'acquisition foncière et par les grands investisseurs, BlackRock, Vanguard, etc., en Ukraine. C'est vraiment un dossier sur l'Ukraine. Je vous renvoie à ce document qui est accessible en ligne, le Auckland Institute, un document de 2023, extrêmement bien fait, en français, donc extrêmement bien fait. Alors, voilà, donc vous comprenez déjà quelles étaient les intentions là-dessus. Et alors, oui, il date de mai 2023, le document du Auckland Institute. Et alors, je termine avec les éléments, parce que là, c'est quand même le pompon, de ce qui fait l'objet de la facilité pour l'Ukraine, le règlement de 2024. C'est un règlement, vous pouvez le lire, établissant la facilité pour l'Ukraine. C'est le règlement UE 2024/792 du 29 février 2024. Alors, le texte considère finalement que, bon, il fait suite finalement à la candidature officielle de l'Ukraine pour l'intégration européenne, qui date de juin 2022, donc quelques mois après l'enclenchement de l'opération spéciale et l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes. Donc, vous voyez, là, pour la première fois, le terme de candidat apparaît, il a fait l'objet d'une délibération et d'un accord de statut. Mais vous voyez que nous nous trouvons 24 ans après le texte de l'accord de coopération qui était véritablement préparatoire et un investissement à tous les sens du terme, le fait d'investir l'Ukraine par les forces économiques et politiques européennes. D'accord? Donc 24 ans après, le statut de candidat apparaît de manière officielle dans un contexte où il n'aurait pas dû avoir lieu, puisque une des conditions pour être candidat de l'Union européenne, c'est de respecter les valeurs et de ne pas être en guerre. Mais enfin bon, ok. Donc ça, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Mais ce qui m'importe, c'est de décrire quel est l'état d'esprit et quels sont les préceptes européens qui sont formulés dans cet accord de facilité pour l'Ukraine. Facilité au sens de facilité financière. L'institution dit « Encourager l'Ukraine à axer les investissements et les réformes sur la transition vers une économie verte, durable, numérique et inclusive. » Ça, c'est considérant 18. La facilité ne devrait pas soutenir des activités ou des mesures qui encouragent les investissements dans les combustibles fossiles
ou qui ne respectent pas le principe consistant à ne pas causer de préjudice important, au sens de préjudice important à la nature, bien entendu, y compris la biodiversité ou le climat. C'est le considérant 29. Et plus loin, à nouveau, on trouve le financement alloué dans le cadre de la facilité, donc l'argent que l'Union européenne consent à donner à l'Ukraine, devrait être compatible avec l'objectif à long terme visant à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et à poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. C'est le considérant 31. Donc, vous imaginez bien que dans un pays en conflit, en pleine guerre, on va se soucier de savoir si les explosifs qu'on envoie sont biodégradables. On va demander aux soldats de faire le tri de leurs déchets dans les poubelles avec les couleurs qu'il faut. Et on va s'engager à respecter la biodiversité lorsqu'on fait sauter des barrages pour rétablir finalement, c'est une des obligations qui sont contenues dans le règlement en faveur de la biodiversité, c'est de supprimer les obstacles naturels dans les cours d'eau. Donc finalement, on peut considérer que lorsqu'on fait sauter un barrage, finalement, on est tout à fait dans la veine du règlement en faveur de la lutte contre l'appauvrissement de la biodiversité. Donc, bon, vous voyez quand même le décalage qui est stupéfiant entre les objectifs qui sont consignés dans ce texte et la réalité d'un pays en guerre. Alors, je termine, j'achève le clou, finalement, en disant que la structure a conscience quand même du caractère indécent, il faut bien le dire, de ce qui est consigné dans ce texte, parce que les rédacteurs utilisent à plusieurs reprises dans ce texte une formule concessive qui est celle-ci que je cite, autant que faire se peut dans un pays ravagé par la guerre. Donc, c'est-à-dire, il va falloir que vous vous souciez de l'augmentation des températures planétaires. Vous allez faire une guerre propre et verte, parce que bon, il faut quand même se soucier du bilan carbone, etc., autant que faire se peut dans un pays ravagé par la guerre. Donc, vous voyez, cette concession, alors je dirais que c'est encore plus dramatique de voir que les rédacteurs ont conscience de l'énormité qu'ils profèrent. Parce qu'à la limite, ils n'auraient pas mis cette concession-là, on aurait pu dire, bon, c'est des gens qui sont aveuglés par les objectifs du développement durable, etc. Bon, là non, ils le savent que c'est énorme ce qu'ils profèrent, mais ils persistent. Et donc, je trouve que c'est encore plus grave. On rappellera aussi rapidement une autre chronique que l'on a pu faire ensemble, Xavier, qui expliquait, qui nous permettait de comprendre les tests militaires qui sont faits en Ukraine, qui là rentrent en parfaite contradiction à nouveau. Peut-être rappeler certains éléments qui étaient les plus choquants de je ces vais le fameux tests faire à la militaires fin parce autorisés. que je vais tout lier dans les éléments de conclusion. Je ne vais pas dire dans mon apologue, mais bon, bref, je vais faire mes éléments de conclusion dans lesquels je rassemble tout ça. Donc, je termine par juste deux citations complémentaires, toujours de ce texte de 2024. Voilà. Dernier extrait qui précise les mesures financées via le concours européen, l'aide européenne, je cite, devraient également intégrer les questions du changement climatique, de la protection de l'environnement, des droits de l'homme, d'accord, pour un pays en guerre, de la paix, pour un pays en guerre, c'est un petit peu, de la démocratie, pour un pays dont le président n'est plus en mandat, enfin, il n'y a pas eu d'élection depuis, enfin bon, bref, de l'égalité de genre, là, voilà, et de la non-discrimination. Alors, ce qui, pour un pays qui est depuis plus de 10 ans en guerre civile contre des minorités d'une autre langue, dire qu'il faut œuvrer contre la non-discrimination, bon, mais ça paraît assez paradoxal. Et on rappellera aussi que même si les effectifs ont fortement diminué, au début du conflit, nous avons pu découvrir l'importance des groupes bandéristes au sein de l'État ukrainien, avec toute une caste politique sur la ligne de Stepan Bandera, mais également les forces armées spéciales, que ce soit le régiment dont on a beaucoup entendu parler, le bataillon Azov, qui a été décimé principalement quand même suite aux différentes batailles. Mais bon, voilà, essayer de lutter contre la discrimination avec des bandes qui sont des néo-nazis ukrainiens. Non, mais surtout 10 ans, entre 2014 et 2022, 8 ans de conflit dans le Donbass qui est documenté, y compris sur les chaînes nationales d'information. Il y avait des reportages qui intervenaient pour
pour montrer, et les dizaines de milliers de morts, etc., qui sont survenus. Mais je n'ai pas fini cette phrase. Je pense que les deux derniers thèmes de la liste qu'il faut prendre en compte sont, je pense, les plus savoureux. Donc, je disais, les questions de changement climatique, protection de l'environnement, droits de l'homme, paix, démocratie, égalité de genre et non-discrimination, et, le cas échéant, de la réduction des risques de catastrophes, ainsi que les progrès en vue de la réalisation des objectifs de développement durable. Donc là, à nouveau, on est dans le délire qui consiste à dire, attendez, est-ce que vous avez des mines biodégradables? Est-ce que, voilà, il faut vraiment se soucier des questions de ces éléments. Alors, la facilité, ce texte, devrait également contribuer à faciliter l'intégration de l'Ukraine dans les chaînes de valeur européennes. Et là, voilà, on a ce changement de ton. C'est d'un côté le respect de toute la doctrine verte de l'Union européenne pour un pays qui est en guerre ouverte et guerre de haute intensité, suivant les terminologies officielles, et en même temps ce côté insidieux, vénal, extrêmement intéressé, qui consiste à dire, voilà, contribuer à faciliter l'intégration de l'Ukraine dans les chaînes de valeur européennes. Donc ça veut dire clairement mettre la main sur le potentiel économique restant de ce pays et l'intégrer de force dans les chaînes de valeur européennes, c'est-à-dire le livrer à l'ensemble de la prédation capitaliste qui peut survenir aux besoins là-dessus. Alors voilà, je termine en faisant simplement la conclusion et avec un dernier extrait de ce texte qui me paraît extrêmement important. Vous voyez donc que se cristallise en Ukraine toute cette tension, cette volonté de progression de l'Union européenne qui mélange le dogmatisme vert et l'intérêt économique, et donc trouve un territoire parfait d'application en Ukraine au travers de ce conflit et avec préemption à l'avance par l'Union européenne de ce qui pourra advenir dans ce territoire avant même la fin du conflit, puisque nous sommes en 2024 avec ce texte et qu'au jour où nous tournons aujourd'hui, le conflit n'est toujours pas terminé. Donc, je vous lis pour finir. Voilà. La reconstruction, on parle déjà de reconstruction en 2024, ne saurait se limiter à reconstruire ce qui a été détruit. Alors, ne saurait se limiter à reconstruire ce qui a été détruit à l'identique de ce qui existait avant la guerre. Voilà. Il s'agit donc d'accélérer les transitions écologiques et numériques durables, de promouvoir la reconstruction de manière à moderniser et à améliorer l'économie ukrainienne sur la base des règles et normes de l'Union, en investissant dans la transition de l'Ukraine vers une économie durable, verte, numérique et inclusive. Ça, c'est le considérant 29. Donc, vous voyez qu'en fait, on a deux choses en Ukraine. On a un territoire dévasté qui va devenir un véritable, alors qui est au moment du conflit, comme on le rappelait, un véritable laboratoire expérimental pour tester les solutions militaires, pour pouvoir développer de nouvelles armes dans le cadre du renforcement de l'industrie d'armement européenne. C'est un laboratoire à ciel ouvert, c'est ce qui figurait dans le texte dont nous avons parlé lors d'une précédente intervention et dont mes citations étaient très éloquentes, puisque c'était le texte lui-même n'en faisait pas mystère, des essais 24 heures sur 24, des banques de données, la chance finalement de pouvoir bénéficier d'un conflit réel pour pouvoir tester les solutions pratiques pour nos industriels et avoir une sorte d'avantage économique à avoir pu tout tester en Ukraine. Donc il y a cet aspect au moment chaud du conflit de test en direct. Et puis, il y a la version cynique d'après-guerre et le rêve finalement de la structure de disposer enfin de cette table rase, de cette page vierge qu'offre un pays dévasté où il faut tout reconstruire. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit réintervenir? Non seulement le dogmatisme vert sur le développement durable, etc., quand en soi on pourrait accepter à partir du moment où on considérerait que ça améliore la vie des gens et qu'on peut avoir un aménagement plus vertueux, moins gaspilleur, etc. Mais on voit surtout intervenir quoi? Une figure qui est une sorte de vieux fantôme, qui est le courant architectural du Bauhaus, qui est un courant d'après-guerre, après Première Guerre mondiale, allemand de racine,
qui a été officiellement promu au début de 2020 comme étant l'emblème architectural de l'Union européenne, avec ce qu'on appelle le NBE, le nouveau Bauhaus européen. C'est donc un courant architectural, mais c'est un courant de société, de comportement de société, qui fait la part belle en fait à l'hyperdensité, donc la toute petite taille des logements, la concentration des populations, des schémas d'habitat abordables, et oh, surprise, c'est le programme de travail de l'Union européenne pour 2026, faire une réglementation en faveur du logement abordable. Mais ça, pour les Européens. Donc, conditions de test et d'expérimentation dans l'Ukraine dévastée dans le cadre de la reconstruction. Vous voyez, l'ensemble du projet se lie comme formant un tout qui inclut cette formidable chance apportée par le conflit de pouvoir disposer d'un terrain d'application et d'expérimentation des théories qui sont véhiculées par l'Union européenne. Donc je crois que c'était très important de faire ce lien pour voir qu'on a finalement loupé le coche à pouvoir envisager une unification du continent européen de Brest à Vladivostok, au moment où il y avait une fenêtre de l'histoire qui le permettait. Je ne dis pas que ça aurait marché, je n'en sais rien, mais enfin bon, il y avait au moins cette fenêtre historique qui a été délibérément refusée par des positions arrogantes et humiliantes pour la Russie de la part de l'Union européenne, que la tension s'est accumulée pendant 15 ans au moins, jusqu'à exploser dès 2013-2014 sur le point central de cette tectonique des plaques, hein, cette nouvelle faille dans le continent européen qui est l'Ukraine, et dont on voit maintenant qu'elle est censée être définitivement sous l'orbite européenne dans le camp européen, quels sont les projets qui sont formulés par l'institution quant à l'avenir de ce pays une fois la guerre, déjà pendant le conflit, et une fois la guerre cessée. Ça sera finalement le catalogue, la maison type, la maison témoin, si vous voulez, des schémas conçus par l'Union européenne pour la gestion des individus sur l'ensemble du continent. Donc voilà, il me semblait intéressant au travers de cette rétrospective. J'espère que ça n'aura pas trop ennuyé les gens que je fasse les citations, mais c'est la preuve par l'institution elle-même de ce qu'elle dit. Il n'y a pas de détournement, ce sont les textes qui sont cités ça permet d'établir clairement quelle est cette volonté. Et quand on voit quelle est cette assiduité depuis 40 ans, puisque c'est depuis le début des années 90, on comprend qu'il ne peut pas y avoir de changement du jour au lendemain dans l'attitude et que les effets d'annonce que chacun peut attendre en se disant ça y est, ça change, ça y est, c'est fini. Bref, il y a quand même une très lourde lancée qui demeure quand même inquiétante pour la suite et pour les années à venir. Voilà. L'Ukraine est un laboratoire, historiquement parlant. Les textes le montrent en termes d'expérimentation, d'échange, de volonté de transformation extérieure pour se mettre à des normes. Donc, ce sont des faits objectifs, sourcés, historiques et que l'on peut observer encore aujourd'hui. Donc, c'était loin d'être écrasant ou même ennuyant. Xavier, au contraire, je pense que c'est absolument fondamental. Je suis certain que ça aura fortement intéressé les spectateurs et surtout que c'est le type de commentaires et d'analyses absolument nécessaires à transmettre de plus en plus, car nous sommes en voie d'hystérisation du débat, de censure aggravée. On rappellera les sanctions qui sont faites non pas uniquement sur des groupes médiatiques, mais plutôt directement des personnes maintenant, par le biais de l'Union européenne directement, où on a même des politiques français comme Jean-Noël Barrot qui peut s'exprimer sur la question d'un Jacques Beau, donc, ou d'un Xavier Moreau, et on se dit que ça pourrait potentiellement augmenter, et les arguments qui sont utilisés, c'est les relais de propagande. Là, ce n'est pas un relais d'éléments extérieurs, ce n'était pas un cours comme Poutine qui pouvait être interviewé par Tucker Carlson, on s'intéresse à l'histoire de l'Union européenne et on s'intéresse aux traités écrits et qui continuent d'être écrits. Donc je pense que c'était à la fois attitude passionnant. universitaire de gens dont l'opinion n'a pas à rentrer dans le débat, hein, elle ne regarde personne et elle n'intéresse personne,
Nous sommes face aux textes, nous les analysons et ça ne préjuge en rien de l'attitude par rapport à l'idée d'Europe et à la nécessité de pouvoir associer les différents États pour éviter justement tout ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire le gaspillage premier de la ressource humaine, de gens qui, quelle que soit la couleur de leur uniforme, tombent tous les jours en pur gaspillage humain, gaspillage des énergies et des esprits, en fait. Et c'est bien malheureux de voir que l'intelligence humaine se met au service de la destruction au lieu de méditer pour pouvoir, je dirais, être dans l'œuvre créatrice sur le temps qui nous est imparti sur notre temps de passage, finalement, à la surface de la planète. Tout à fait. Et on pourra rappeler, parce que là, oui. On pourra rappeler, car c'est finalement ce qui a été présenté, et je pense que c'est important de faire ce rappel de ce qui a pu être dit. Là, ce sera sous le ton de la blague, mais c'est-à-dire qu'on peut le dire que sous le ton d'une blague, malgré le drame, alors que c'est dans les textes. C'est peut-être qu'il y aura des morts ukrainiens, mais au moins les morts ukrainiens permettent de faire des expérimentations militaires. Leurs uniformes sont peut-être biodégradables. Donc au moins, ça respecte les standards européens. Donc quelque part, pourquoi se plaindre du meilleur des mondes, Xavier? Et surtout que, effectivement, les solutions architecturales et la pensée de société future n'est pas destinée qu'à ces pauvres Ukrainiens. Elle sera le premier champ expérimental de quelque chose qui, finalement, est le prélude de notre avenir à tous. Exactement. La file du quart d'heure, les mobilités, les éléments alimentaires, toutes les thématiques sur l'agriculture et la façon de se nourrir, tous ces éléments sur le logement, et puis y compris sur les éléments du numérique et du digital, qui méritent d'être médités. Parce que tout n'est pas foncièrement mauvais, mais il y a des enjeux, c'est polyfactoriel, et il faut bien comprendre ce qui se trame, et pour pouvoir être des acteurs conscients de notre avenir et de celui de nos descendants, de ceux à qui nous laisserons la place. Il ne faut pas avoir une attitude égoïste. Nous ne sommes tous que de passage, les puissants comme les pauvres. Magnifique rappel. Je pense que c'est tout. Merci beaucoup, Xavier, pour cet échange. Au plaisir des prochains et aussi même de pouvoir lire Xavier. Alors, on peut l'écouter à la fois évidemment sur ses chroniques, je le rappelle, sa propre chaîne Europhilo pour avoir plus de contenu sur le travail qui a déjà été produit et qui continuera d'être produit donc par Xavier Coquille, mais aussi la production écrite, les ouvrages, édition L'Harmattan, le tout dernier ouvrage, peut-être rappeler le titre du tout dernier qui a été publié aux éditions L'Harmattan. Le tout dernier s'intitule « La déconstruction européenne, comprendre les fins de l'Union, comprendre la finalité de l'Union ». Voilà, donc ces ouvrages, également le plaisir dans la revue, vous avez tous les liens en description pour pouvoir passer à cette étape supérieure et vous voyez la qualité orale, à l'oral de Xavier, donc à l'écrit c'est aussi très intéressant, toujours aussi pour clarifier des situations qui sont certes dramatiques mais qui permettent de se poser calmement pour comprendre ce qu'il se passe et où est-ce que l'on va aller, notamment le numéro qui a été produit pour décembre avec la fin des agriculteurs européens, je le rappelle, un texte qui était plus que nécessaire, donc merci encore une fois Xavier pour toutes ces participations et au plaisir de se revoir très rapidement. À bientôt.